Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission de l'éclairage de Jacques Cheminade. Donc nous sommes avec Jacques Cheminade bien sûr, nous sommes avec Antoine. Nous allons parler ce soir de nourriture, alimentation mondiale et agriculture, la consommation et la production qui sont un seul et même problème. Donc bonsoir. Euh, donc d'abord... Donc, d'abord, un état de lieu. La situation est extrêmement grave au niveau alimentaire mondial. Le 21 avril, le Programme alimentaire mondial de l'ONU a lancé un appel en disant que si déjà le nombre de gens menacés par la famine était passé à 135 millions en 2019, donc avant l'éclatement de la pandémie, avec la pandémie de la Covid, le nombre de personnes qui sont menacées de faim dans les mois à venir va quasiment doubler, passer à 265 millions de personnes, provoquant jusqu'à 300 000 morts par jour. Donc, d'abord, évidemment, on s'interroge sur les causes d'un tel désastre. Bien, il faut dire que les deux premiers droits de l'homme sont le droit de s'alimenter, le droit de manger, et le second, c'est le droit à avoir une bonne santé. C'est le droit sanitaire. Droit alimentaire, droit sanitaire. Partout dans le monde, ces deux droits sont bafoués. Et on l'a vu dans la période récente, on l'a vu par cette pandémie qui joue un rôle de révélateur, la pandémie du coronavirus. D'une part, parce qu'elle détruit les circuits et les chaînes d'approvisionnement existantes, qui elles-mêmes sont un problème d'ailleurs, et qu'il n'y a pas les moyens de lui résister, en particulier dans les pays producteurs pauvres. Donc il se crée cette situation qui a été décrite. Tu as parlé des chaînes d'approvisionnement, tu peux préciser en fait en quoi elles sont problématiques actuellement? Les chaînes d'approvisionnement, c'est de pays en pays, c'est ce qu'on se transporte. Par exemple, dans les pays africains, une part très faible est échangée en produits alimentaires à l'intérieur des pays africains, et une grande partie est exportée. De même en Amérique latine, de même en partie en Asie. Et ces chaînes alimentaires, lorsque les moyens de transport posent problème, lorsqu'il n'y a pas des gens qui sont immobilisés par la pandémie, elles ne marchent plus, elles ne se développent plus. Donc voilà pourquoi un système qui est basé sur une fragmentation de la production, sur une diversification des marchés, et pas du tout sur des impératifs d'autosuffisance alimentaire, est très vulnérable à la moindre crise mondiale, et là c'est la crise de la pandémie. Ce n'est pas la cause de la crise de la pandémie, c'est qu'aucun système n'a été mis en place permettant de faire face à des circonstances dites imprévisibles, et qui en fait ne sont qu'exceptionnelles et qui se produisent toujours. C'est le paradoxe qu'en fait il y a 65% des emplois en Afrique qui sont agricoles, et que c'est eux pourtant qui vont être touchés par la crise alimentaire. Oui, il y a deux raisons. La première, c'est que ces emplois et toute la production africaine est dépendante très souvent d'exportation. Et pas d'exportation, je le souligne encore, à l'intérieur de l'Afrique, d'exportation vis-à-vis d'autres pays. Et dans les autres pays, évidemment, si la consommation baisse, s'il y a des problèmes de production, s'il y a des problèmes de transport, il y a une crise pour les agriculteurs africains. Et puis, il y a aussi le fait qu'en Afrique, 70% de la production est perdue. Pourquoi elle est perdue? À cause des rongeurs, de l'absence de protection et surtout de l'absence de chaîne du froid. Donc, il y a un problème de production. Dans le monde, si on voulait vraiment, par exemple pour les céréales, si on voulait vraiment avoir ce qui correspond à une alimentation de chacun, dans des conditions, disons, justes, il faudrait environ 5 milliards de tonnes de céréales. C'est-à-dire le double de la production actuelle. Et pour cela, évidemment, il faut créer d'autres formes de circuits, une autre conception de l'agriculture dans le monde. Aujourd'hui, on joue les agriculteurs de tous les pays les uns contre les autres et on maintient des prix à un niveau extrêmement bas qui fait que, plus encore que dans d'autres secteurs, les agriculteurs sont dans les pays dits développés dans une situation de grande difficulté, à la merci des banques qui leur prêtent. Et dans les pays du Sud, ils n'ont pas les ressources suffisantes pour avoir un milieu de vie qui leur permet de vivre bien
correctement même. On sait que depuis une trentaine d'années, et c'est là que se pose la question de l'agriculture, liée à la question directement de la finance mondiale, depuis une trentaine d'années, beaucoup de pays dépensent plus pour rembourser leurs dettes que pour entretenir leurs hôpitaux et leurs circuits alimentaires. Donc c'est là qu'est le véritable scandale. Et on ne peut pas traiter cette question alimentaire sans traiter la question de la logique financière du système financier et monétaire international. L'un est le produit de l'autre. Et les cartels de l'agroalimentaire, dans le domaine par exemple des céréales, les Continental Grains, les Bunge Born, les Louis Dreyfus, etc., tous ces cartels font la loi. Et ils font la loi pour un monde dans lequel le profit financier est imposé à l'agriculture. Or, s'il y a deux domaines dans lesquels le profit financier immédiat, ou quasi immédiat, ne peut pas être imposé en tant que tel, ne peut pas être la loi du milieu, c'est bien l'agriculture et le domaine de la santé. Il y a aussi, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des pays qui vivaient de la rente pétrolière relativement bien, y compris par exemple l'Algérie, et avec la chute des prix du pétrole, évidemment, n'ont plus les moyens pour acheter les productions de blé, par exemple, de la Russie. Donc il y a aussi un vrai problème d'accessibilité, disons, en dehors de la production, il y a un problème d'accessibilité par la désorganisation des revenus. C'est un exemple très intéressant de la nécessité absolue d'une coopération internationale. Pour le pétrole, d'abord, progressivement, le pétrole devrait ne plus être quelque chose qui est utilisé pour les transports, mais être utilisé pour la pétrochimie, pour toutes les opérations qu'on peut faire avec du pétrole dans un domaine industriel. Et ensuite, le pétrole devrait faire l'objet de contrats à long terme entre États, et pas être soumis à la loi spot d'un marché. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a la guerre entre les différents producteurs. Au départ, vous aviez les pays du Golfe, y compris particulièrement l'Arabie Saoudite, qui avait une position extrêmement forte sur les marchés mondiaux. Puis il y a eu l'OPEP, qui est une sorte de cartel du pétrole qui s'est créé, dont la Russie n'est pas membre, mais que la Russie est associée. Puis il y a eu les États-Unis. Et les États-Unis se sont dit, comment peut-on faire face à cela? Tiens, on va trouver quelque chose, c'est le pétrole de schiste. Et il y a eu toute la politique sous Obama de faire des États-Unis un nouvel empire pétrolier. En même temps qu'on tenait des propos hypocrites sur l'écologie, en créant une forme d'exploitation du pétrole par le cracking, où on fait craquer des roches pour en tirer le pétrole et le faire sortir à la surface. Le fracking, on fait sortir à la surface. Ce système-là est non seulement anti-écologique, mais c'est un système très vulnérable, parce que une fois qu'on ferme un puits de fracking, on ne peut plus le rouvrir. Donc c'est des puits qui durent peu, qui durent 2 ans, maximum peut-être 3 ans, et qu'on doit ouvrir et refermer. Et si d'un coup les conditions du marché sont pas favorables à cette production, qui coûte beaucoup plus cher que la production de pétrole en Arabie Saoudite, bien sûr, il y a un problème. Alors les Saoudiens, voyant ce développement des États-Unis et les concurrences américaines, se sont dit on va faire quelque chose, on va faire baisser le prix du pétrole pour que le fracking aux États-Unis ne soit plus rentable. Les Russes, en compétition, finalement aussi ont participé à cela, ce qui fait que le prix du pétrole a baissé, il a baissé très fortement. Et un prix comme celui du pétrole baisse très fortement sur le marché mondial. Mais l'agriculteur français, par exemple, qui utilise des produits dérivés du pétrole, lui, il ne bénéficie pas, ni pour son tracteur, ni pour ses engrais, ni pour son intrant, ne bénéficie pas de cette baisse du prix du pétrole. Alors pourquoi cette baisse du prix du pétrole est forte? Parce que sur les marchés financiers habituels, on peut vendre, acheter, et ne pas livrer. C'est une action qu'on passe de main en main. Sur le marché pétrolier, il faut livrer. Et à un certain moment, dans les contrats pétroliers, il faut livrer. Et les gens, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas livrer. Il y avait une possibilité de livrer, surtout que la consommation de pétrole a relativement baissé pendant la pandémie. Mais ceux qui avaient pris des contrats pour recevoir n'avaient pas les moyens de recevoir. C'est pour ça qu'on a vu les tankers un peu partout dans le monde, des bateaux pleins de pétrole, qui font les tours des ports chinois, des ports de la côte californienne, etc. Donc, on a une situation où
le fait que le pétrole soit entre les mains d'intérêts qui sont financiers, dans un marché financier et monétaire international, fait qu'il y a une véritable spéculation sur le prix de quelque chose qui devrait être à long terme et pas obéir à des opérations de marché. Et c'est là qu'on a une situation très grave, et c'est la même chose pour les prix agricoles. Ils ne devraient pas obéir à des opérations de marché, il faudrait les prix à long terme qui puissent fixer les prix. C'était le but à l'origine de la politique agricole commune. Oui. Alors ça, du coup, excuse-moi Karel, ça c'est quelque chose qui va impacter les pays qui dépendent de la rente pétrolière pour alimenter leur population. Oui, l'Algérie, le Nigeria. Toute la question des flux qui sont bloqués entre pays, aux frontières entre pays africains. Et ensuite, il y a la question aussi de la sécheresse et de la crise des criquets qui va frapper. La crise des criquets, c'est le Yémen et sous la corne de l'Afrique. Mais elle peut s'étendre. Et elle peut s'étendre puisque très peu est fait. Ce qui avait été versé au départ, c'est 50 millions de dollars, puis 75 millions de dollars. Maintenant, il faudrait des centaines de millions de dollars pour arrêter les criquets. Il faut les prendre avant qu'ils volent. C'est quoi les moyens pour les arrêter? Les moyens, il y a différents moyens. Il y a les moyens actuels, qui est de répandre des produits sur le sol qui tuent les larves, qui les empêchent de voler. Après, quand ils volent, c'est les attaquer avec différents produits. C'est déjà un peu trop tard. Mais surtout, il y aurait les moyens qui est d'utiliser, quand ils volent, des ondes magnétiques. Ça n'existe pas encore. Mais c'est prouvé qu'on peut avoir un effet avec ces moyens-là, et qui ne sont pas polluants. Donc, il faut faire une recherche dans ce domaine-là. Mais surtout, il faut investir. Si on mettait qu'1 milliard, on arrête l'invasion des criquets, mais on ne veut pas le mettre. On n'en a pas. Parce que, en fait, qui se soucie des gens au Yémen, qui se soucie des gens dans la Corne d'Afrique, et qui se soucie de l'extension vers l'Ouganda, vers l'intérieur de l'Afrique? En réalité, c'est certainement pas les milieux financiers dominants aujourd'hui. C'est certainement pas l'oligarchie financière qui domine les marchés. Il y a la question des travailleurs, en fait, qui sont rémunérés au jour le jour, et qui, du coup, avec la crise du coronavirus, ils en sont complètement précaires par rapport au fait de pouvoir nourrir leur famille. Pour deux raisons. D'abord, ils ne peuvent pas rester chez eux, ils doivent nécessairement sortir, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a plus de marché où ils peuvent vendre leurs produits. Le marché, ça fait diminuer. Parmi les mesures immédiates qu'on C'est l'économie qu'on dit informelle, et c'est ceux-là auxquels il faudrait donner emploi. En Afrique, alors les évaluations varient, mais ils sont au moins les 2/3 de la population pour nourrir la famille. Parmi les mesures immédiates, notamment proposées par le Programme alimentaire mondial, ce serait de prépositionner dans les pays qu'on connaît qui vont être frappés encore plus par la famine, de prépositionner des stocks physiques alimentaires sur le terrain. Alors on va voir qui les finance. Voilà la question. Et qui a intérêt à les financer? C'est un peu ce qui s'est posé au moment de la Révolution française, et qui est peu connu. C'est que les libéraux, au moment de la Révolution française, Turgot en particulier, ont dit il faut assurer le commerce des grains, il faut que ça marche, il ne faut pas faire de stock. Et ça fera baisser les prix, ce sera bon pour le peuple. Donc ils l'ont fait. Puis il y a eu une très mauvaise période, un très mauvais temps, et les Anglais ont acheté ces grains, eux, et les ont stockés. Donc à un certain moment, en France, on s'est trouvé dépourvu, le prix du grain a terriblement monté, ça a causé un mécontentement très grand dans les campagnes, il y a eu les cahiers des doléances et la Révolution française. Donc cette politique de ne pas faire de réserve, il y a très peu de réserves. Aujourd'hui, la Chine a 1 an de réserve en matière de céréales. L'Europe a 45 jours, maximum. On dit que les États-Unis ont un peu plus, certains disent 6 mois, les Russes ont 9 mois. Donc voilà que ceux qui pensent long, les Russes et la Chine, ont beaucoup plus de stocks de réserve que les États-Unis, et surtout que l'Europe. Alors l'Europe, c'est une honte, parce qu'il y a toute une tradition agricole, la tradition de la politique agricole commune, tout cela, mais on n'a pas les réserves, parce qu'on pense court. C'est juste à temps. C'est les flux tendus. Voilà la pensée européenne. Et là, dans le domaine agricole, et on l'a vu dans le domaine sanitaire, c'est là que, au moment où les crises se produisent, le choc financier est le plus brutal. Et que, oui, dans le domaine financier on dit un pognon de dingue, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas trouver de l'argent c'est pas magique, Macron. Et d'un seul coup, on trouve des centaines de milliards d'euros. Maintenant, le programme, c'est 750 milliards. L'argent magique. Pas. Il est magique.
maintenant, oui, il est magique, parce qu'on l'a créé de toutes pièces, pas pour sauver les agriculteurs, sauver les industriels, pas pour la production, on l'a trouvé pour garder le monde tel qu'il est et ne pas le faire s'effondrer. C'est-à-dire pour favoriser tous les circuits financiers déjà existants qui favorisent une oligarchie et qui ne favorisent pas la production réelle, physique de biens. Ça nous ramène aussi à l'avenir de l'agriculture, notamment en France. J'ai ici un article de Marianne de l'année dernière qui dit, voilà, la France, qui était 3e exportateur mondial en 2005, elle est passée au 6e rang. L'agriculture française ne satisfait pas les besoins intérieurs. En 10 ans, les importations ont progressé de 87%, celles des produits laitiers ont doublé, un fruit ou légume sur 2 n'est pas produit en France, comme 34% de la volaille, 25% de la viande de porc. Alors c'est quand même un peu scandaleux, pour dire le moindre des choses. C'est un choix financier. C'est un choix financier qu'on a fait dans les élites françaises, qui se sont dit on va produire là ça coûte le moins cher. Donc on va prendre des produits alimentaires là où les prix sont les plus bas, y compris en Europe, en Espagne par exemple, éventuellement en Italie, même en Allemagne parfois. Là, on prendra où les prix sont les plus bas. Et de même, dans le domaine industriel, on produira là où les prix sont les plus bas. C'est-à-dire ce qu'on a vu que sont partis de France une partie de l'agriculture, les agriculteurs qui résistent et qui ont un mérite extraordinaire à résister vivent généralement très mal. Et l'industrie, elle aussi, part. On atteint des taux de désindustrialisation avec l'Angleterre les plus élevés d'Europe, en France. Alors, évidemment, qu'est-ce qui reste et quel pari a été fait? Le pari, c'est une France de circuits financiers où il y aurait des services et où il y aurait le tourisme. Mais avec cette pandémie, qu'est-ce qui est atteint? Les services et le tourisme. Donc on a une crise qui est non seulement dans les petites et moyennes entreprises, mais dans tout le secteur de l'hôtellerie-restauration, avec les très grandes entreprises épargnées, en partie épargnées. Pourquoi? Parce que 80% de leurs chiffres d'affaires sont hors de France, et qu'elles ont des implantations dans les paradis fiscaux. Donc elles sont intégrées au système financier. Et quand on dit la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, on dit ce sont des banques françaises. Non, ce ne sont plus des banques françaises. Ce sont des banques dans un réseau financier international, bancaire, avec une priorité qui est celle de faire circuler le plus vite possible de la monnaie, qui rapporte le plus possible, et qu'on émet soi-même. Ce qu'on a appelé une politique de marché sans marché. Il n'y a même plus de marché. Mais par ailleurs, on exporte des céréales. Et est-ce que ça te semble incompatible de dire qu'on va rediversifier l'agriculture française, d'avoir cette agriculture qui est nécessaire pour nourrir le monde, mais en plus de refaire de la production de viande, de fruits et légumes, de remettre des gens au travail sur ces productions de grande qualité en France? On exporte des céréales, ce qui est bien, mais on les exporte en tenant compte des prix mondiaux. C'est-à-dire, moi j'ai rencontré des producteurs de céréales qui font plus attention, au moins autant attention au marché de Chicago, sur leur ordinateur, et c'est pour les prix, qu'à leur production. Donc on assiste à des productions spéculatives. On a mis du maïs en arrosant partout. Donc je n'ai rien contre le maïs, au contraire. Mais le maïs, on l'arrose partout. On voit plutôt qu'il y en a trop. Et quoi, on va en faire du carburant. C'est complètement aberrant. Comment on les sort de cette logique financière alors? Alors, on peut sortir de cette logique financière à condition de voir l'agriculture incorporée à la fois à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, et en même temps dans le fonctionnement général du système financier et monétaire international. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre le problème agricole si on ne résout pas la question d'un système financier et monétaire international qui est orienté vers le court terme avec le plus d'argent dans le moindre temps possible. L'agriculture, ça prend du temps. L'industrie, ça prend du temps. Et ces choses-là sont opposées à un système qui va avoir le profit financier le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, on oppose la monnaie culture à une agriculture vertueuse. Et les gens veulent retrouver un mode de vie qui soit beaucoup plus proche de la nature. Oui. Par opposition avec ces circuits longs, ces circuits de la distribution et d'argent. En soi, c'est une orientation que je comprends. Mais ce qui s'est passé dans le monde, c'est qu'en même temps qu'on mettait en place
tous ces circuits financiers et qu'on les imposait dans le domaine agricole. On donnait à la population des prix relativement bas, qui ont diminué en pourcentage du panier de la ménagère, aux acheteurs, et des prix bas obtenus grâce à l'exploitation d'autres pays dans le monde, ou à l'exploitation des agriculteurs français. Donc, ce que voudrait... Et on a fait oublier à ces gens-là que l'agriculture, ça pense long. Les mêmes, parfois, qui vont acheter dans les supermarchés des produits à faible coût, sont ceux qui sont partisans d'une agriculture verte. Donc, il y a des contradictions entre les deux choses. Et l'Union européenne, aujourd'hui, actuellement, dit qu'il faut passer très rapidement à 25% de bio. Aujourd'hui, on est à 7,5%. Qu'est-ce qu'on fait si on veut faire ça? Est-ce que le bio est nécessaire? Est-ce qu'il faut le faire? Comment on passe à la place de la permaculture? Quelle est la place de la culture raisonnée, l'agriculture raisonnée? Comment est-ce qu'on situe tout ça? Et tout ça, il faut une direction. Il faut une direction dans un pays comme la France, qu'elle n'a pas. Et il faut une direction à l'échelle du monde. Et c'est pour ça que nous nous battons pour qu'il y ait une organisation des marchés avec une vision à long terme. C'est ça qui correspond à l'agriculture. L'agriculture, c'est bien d'avoir des circuits courts. C'est bien que les gens aillent acheter les produits à la campagne autour de chez eux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une agriculture à l'échelle mondiale et il y a aussi une agriculture qui aujourd'hui exige une diversification dans une bonne alimentation. Donc, à l'origine, dans la politique agricole commune, ce qu'on disait, c'est qu'il faut encourager la productivité, il faut encourager, et c'était les 4 points, hein, encourager un niveau de vie équitable pour les agriculteurs, encourager donc la modernisation de l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire et des prix raisonnables pour l'acheteur. Et tout ça peut marcher. Il y a une possibilité d'entente entre acheteurs et agriculteurs. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que tout à coup est retombée sur l'agriculture la contrainte des marchés financiers, du profit à court terme, qui a désintégré littéralement cette agriculture, qui avait réussi à mettre en place la politique agricole commune. Conséquence, vous avez les abattoirs en Allemagne, où se propage le coronavirus. Ça pourrait arriver en France, mais moins, parce que les abattoirs, il y a moins de monde, qui vivent avec des gens qui vivent dans des conditions épouvantables, qui viennent de Bulgarie, de Roumanie ou d'autres pays, et qu'il y a un lien entre cet emploi dans des réseaux et des filières agricoles avec des gens qui vivent très mal et très mal payés, et la propagation de maladies. C'est pas seulement le coronavirus, hein. Il y a beaucoup d'autres maladies qui affectent ces gens-là. Il faut bien comprendre le lien entre les deux choses. C'est très important de le comprendre. Et la crise a épouvanté les Allemands dans les abattoirs. Tout à coup, on a trouvé dans un abattoir 1500 personnes contaminées. Il faut réfléchir aux conséquences, toujours. Parce que, il me semble Alors qu'en Allemagne, il y a 400 000 travailleurs détachés, pour notamment dans son secteur agricole. En France, on en a 270 000. Oui. Et qu'il y a toujours... Macron, au début, quand il était élu, il y avait tout un débat de mettre fin à ce système. Finalement, ça ne s'est pas fait. Parce qu'il y a un autre problème derrière celui-là. Il y a celui de la nature du travail. Si vous accoutumez des gens dans les villes à penser que le travail manuel et le travail intellectuel sont séparés, et que le travail manuel, c'est moins bien que le travail intellectuel, et que si votre fils devient agriculteur, c'est pas idéal. Il vaut mieux qu'il vienne chef de bureau dans une administration. Il vaut surtout mieux qu'il devienne trader dans une société. Il faut qu'il fasse des études de finance ou d'informatique. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et il n'y a plus des études de tout ce qui concerne la production. Donc là, il y a un vrai problème, très grave. Et ces gens dans les villes n'ont plus aucun sens, et leurs enfants encore moins, de comment on produit dans l'agriculture, comment ça se fait. Alors il y a tous ces caricatures d'enfants qui croient que le lait est né dans les berlingots et pas dans les vaches. Mais et que les tomates poussent dans les caves des supermarchés. Oui, ou que les cigognes les apportent aux producteurs. Mais non, c'est pas ça. La question, c'est que il se crée une vision des choses dans laquelle c'est tout de suite comme ça, il faut faire vite. Et on ne voit pas le temps qu'exige une production.
comme on est dans ce temps immédiat partout, avec les réseaux sociaux, avec les vidéos, avec tout ce qu'on voit, les jeux vidéo, et tout ça, c'est l'immédiat. Et on ne comprend pas ce qui est à long terme, ce qui exige une vision. Et c'est frappant parce que ça touche tous les dirigeants de pays occidentaux qui réagissent mais n'agissent pas en prévoyant. Ils s'adaptent à court terme, ils sont incapables de prévoir la politique qu'il faut à long terme. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'à un moment, tu as dit les stocks alimentaires, c'est comme les stocks de masques. C'est-à-dire, là, il y a tout un coup la pandémie qui frappe. Tout un coup, on se rend compte que ces choses-là n'ont pas été faites et qu'il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour que ça arrive. Oui, parce qu'on pense qu'on pourra claquer des doigts en achetant des stocks en Chine. On n'a pas pensé que les Chinois en avaient eu aussi besoin. On pense qu'on reconvertira des industries en France, mais ça ne fait pas en 5 minutes. Et qui a dû se reconvertir? C'est les couturières, c'est les gens qui ont réagi très bien d'ailleurs en produisant des masques, mais ce n'est pas suffisant à une échelle de masse, bien entendu. Mais il y a eu une réaction à ce niveau-là. Et pour l'agriculture, les gens qui ont vécu en milieu urbain et qui vont en milieu agricole, ils ne recensent pas ou ils ne conçoivent pas le type de travail que ça demande. Guillaume, notre ministre de l'Agriculture, a dit que pour remplacer 300 000 travailleurs venus de l'étranger, qui ne pouvaient pas être là au moment de la récolte des fraises ou des cerises ou d'autres choses, des abricots, il fallait à ce moment-là avoir des travailleurs venus des villes qui étaient disposés, qui étaient confinés dans l'économie. Alors, c'est pas ceux de Paris qui vont aller au Pays Basque ou ailleurs, non. C'est ceux à quelques dizaines de kilomètres entourant les lieux de production. Ils y sont allés. Et les agriculteurs ont trouvé qu'ils travaillaient très mal. Que les gens qui recevaient des pays, soit d'Europe de l'Est, soit d'Espagne et plus loin d'Amérique latine, travaillaient beaucoup mieux. Donc, est-ce qu'il faut jeter la pierre à ces Français qui ne savent pas travailler? Je dirais non. Ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent l'intérêt et l'utilité de ce travail manuel dans l'agriculture, même si nécessairement ils ne le font pas ou ils ne sont pas aptes à le faire. Et je n'arrête pas de répéter, si vous regardez un agriculteur très productif sur son tracteur, dans une propriété agricole très productive, le tracteur est pratiquement sous contrôle du numérique. L'agriculteur a des capteurs qui mesurent les nécessités hydrauliques, la nécessité en pesticides du sol. Et il a éventuellement des drones qui mesurent l'état de croissance de sa récolte. Oui, donc c'est de moins en moins physique quand même. Et c'est ça qui est écologique, parce on va prendre moins d'eau, on va mettre moins de pesticides, on va mieux alimenter les choses. On ne va pas dire tout d'un coup on ne met pas de pesticides, du tout, zéro. Non, on ne passe pas de ce qu'on fait, ce qui a été trop fait parfois, parce qu'en effet il y a une vision de produire à tout prix parce que ça rapportait financièrement. Non, c'est plus le cas, ça ne rapporte plus financièrement. Mais il y a eu cette vision-là. Aujourd'hui, on est dans une vision où d'un seul coup on pense un peu avec, je dirais, un esprit un peu facile. On passe de dire il faut en mettre tant, il ne faut pas mettre du tout. Donc c'est là que c'est comme l'instrument de musique, ça s'accorde. Et le sol n'est pas un support, c'est un milieu vivant. Et il faut analyser ce milieu vivant et savoir comment on y investit. Là, il faut une formation. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour redonner goût aux jeunes, pour qu'ils restent à la campagne et qu'ils s'y développent, qu'ils fassent leur vie dans cette agriculture du futur? Le sujet favori, c'est comment l'abbé Granereau a fait les maisons familiales rurales. Ce problème que l'agriculteur partait dans les villes, c'était déjà le cas entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Oui, au moment de la mécanisation. Au moment de la mécanisation. Et à l'école, les enfants qui réussissaient, qui passaient leur certificat d'études avec succès, on disait, toi, tu n'es pas fait pour gratter la terre, toi, tu es fait pour aller à la ville et avoir un poste soit dans l'industrie, soit dans les bureaux. Et l'abbé Granereau a dit non, ça, on dépeuple la campagne, on perd un esprit agricole, il appelait ça paysan, et il faut faire quelque chose. Alors il s'est dit quand même, que faire? Mais il s'est mis, dans ces termes ironiques, à prier Notre-Dame de la Révolution sociale. De la Révolution sociale. Donc,
il a dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ils sont partis avec 4 apprentis, 3 familles et un prêtre et l'abbé Gavreau, qui s'est dit comment est-ce qu'on va faire un enseignement qui sera de qualité et qui permettra en même temps aux jeunes de rester à la terre. Alors, il ne faut pas du tout qu'ils aient l'impression qu'ils vont refaire ce que font leurs pères. Il faut que le jeune, on lui prête attention personnellement sur l'agriculture, sur la personne, et qu'en même temps, il soit un savant de la terre. C'est-à-dire, c'est une agriculture où il doit connaître et comprendre l'idée de transformation de la production. Et il a pris ces jeunes, au départ, pendant une semaine, dans un internat qu'il a créé toute pièce. Ces jeunes venaient une semaine, et le reste du temps, ils revenaient à la ferme parce que leurs parents en avaient besoin. Il ne faut pas... Les choses, les parents ne les envoyaient pas à l'école autrement. Ils ne voulaient pas, ils voulaient les garder à la ferme pour travailler. En faisant cela, il leur a donné une formation. Et c'est une formation avec des gens... Il y avait un professeur, il a séparé les tâches d'orientation spirituelle, comme il disait, ou d'orientation des jeunes, des tâches d'éducation et d'enseignement, où il y avait quelqu'un qui venait de l'école de Purpan de Toulouse qui enseignait. Donc il a fait un enseignement de pointe, avec des méthodes d'éducation qu'on a revues après dans ce qui était le plus avancé dans l'enseignement. Il faisait finir les parents, il faisait des fêtes, il organisait des fêtes, et puis il s'est aperçu que ça ne pouvait pas marcher seulement avec des garçons. Et il a fait un enseignement pour les filles. Et il a fait les garçons et les filles se rencontrer. Alors à l'époque, tout le monde disait, on est dans l'entre-deux-guerres, un peu après, ou pendant la guerre. À l'époque, les gens étaient sidérés que des filles, elles n'apprenaient pas tout à fait la même chose que les garçons, puis de plus en plus la même chose que les garçons, parce qu'elles voulaient. Donc de plus en plus, c'est créé une dignité chez les jeunes agriculteurs, qui ont un sentiment de dignité. Et en fait, ça a donné pour beaucoup, dans ce milieu-là, des résistants, et pour d'autres, des gens qui sont allés à la jeunesse agricole, à la JAC, à la jeunesse agricole chrétienne. Donc voilà. Alors lui a découvert peu à peu qu'il ne pouvait pas seulement le faire dans un enseignement chrétien. Au début, ça y allait. C'était la messe tous les jours, et même parfois 2 fois par jour. Donc ça y allait. Il y avait un contrôle. Mais il a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que toutes les familles y aillent. Donc maison familiale rurale, il a dit on va faire pour toutes les familles, quelles qu'elles soient. Et on va s'ouvrir. Et il a lancé cet enseignement agricole qui après a essaimé dans le monde entier. Maintenant, il y a 432, je crois, maisons, 450. Dans le monde, oui. En France. En France. Rien qu'en France. Il y en a 118 en Afrique, il y en a la République démocratique du Congo, il y en a au Niger, il y en a un peu partout en Afrique. Et il y a en Asie, même quelques-unes, et en Amérique latine. Donc, je ne dis pas qu'il fallait faire la même chose. Je dis qu'il y avait un esprit dans l'enseignement agricole qui était un esprit d'aspiration, où on fait attention à la personne et au milieu dans lequel elle vit, la ferme, la famille. Et à partir de ce moment-là, vous avez un progrès qui devient non pas s'implante avec des racines c'est toujours la même chose, qui sont racines, qui crée une source de développement, qui irrigue, qui rayonne dans tout un milieu. Et ça, c'est la conception de l'agriculture qu'il faudrait aujourd'hui dans le monde. Alors, on verrait dans des écoles comme ça, ou des agriculteurs français, qu'il y a en Afrique, qu'il y a en Amérique du Sud, il y en a qui sont allés. Et ça marche. Ça marche quand on le fait, qu'on arrive à le faire, avec des agriculteurs et leurs associations. Ça marche moins bien, souvent, avec le gouvernement. Très bien. Ok. Je pense que ça fait bien le point de la situation. Donc, j'allais dire encore une chose. Oui. Parce que c'est le sparadrap. Il y a le sparadrap qui m'énerve. On a dit, voilà, ça serait très bien de faire des accords tripartites en France. On n'a pas un problème de fond, mais on prend les producteurs, les industriels et les distributeurs. Et on dit, les distributeurs vont décider d'un prix avec les producteurs qui permet aux producteurs de bien vivre, les distributeurs. Et après, ils vont convaincre les industriels de respecter ce prix. Il y en aura par exemple les éleveurs, les transformateurs, les distributeurs qui marcheront ensemble. Pour les secteurs menacés, en particulier pour le lait, le bœuf et le porc, on l'a fait. Alors il y a des cas où Lidl s'y est mis, par exemple, Intermarché, enfin on s'y est mis. Et c'est des expériences qui ont eu, disons, un petit succès. Mais quand même, elles ne traitent pas le vrai problème. Le prix du lait, aujourd'hui, est environ à 360, 362 € les 1000 litres, ce qui n'est pas suffisant pour avoir un prix de parité.
ce fameux prix de parité américain, qui était la même conception en Europe, un niveau de vie équitable pour la population agricole, qui leur permettait non seulement de produire et de maintenir leur niveau de production, de contrôler leur filière et de réinvestir pour pouvoir produire mieux. Aujourd'hui, les banques ont joué par rapport à l'agriculture un rôle extraordinairement pervers. C'est-à-dire qu'elles ont prêté pour que l'agriculteur développe ce qu'il avait développé, et l'agriculteur est étranglé, et comme sous la laisse de la banque et des milieux financiers. Et le Crédit Agricole a traduit sa mission. Il spécule sur les marchés internationaux, toutes ces banques ont des sections dans les paradis fiscaux, etc., etc. Donc, si on ne traite pas tout le problème dans toute sa profondeur, on arrive à avoir des sparadraps et des choses qui peuvent aider. Par exemple, tout le monde cite le fromage est Belle, Intermarché, l'association des producteurs de lait de l'Ouest Belle. Donc tout le monde cite ça, c'est un exemple. Hein. Il y a des exemples, mais ça ne touche pas au fond du problème. Le fond du problème, c'est ce que nous avons essayé de discuter ici, et c'est pas non plus, comme le disent certains à droite ou à l'extrême droite, revenir à une politique agricole française. Ça ne marche pas non plus. La politique agricole commune est dévoyée. Elle n'est plus par rapport au prix du produit et qui aide les agriculteurs, ce qu'on appelle les aides indirectes. Maintenant, c'est l'aide directe, aide à la surface, et bientôt, ce ne sera même plus une aide à la surface, c'est une aide à l'environnement. Donc l'agriculteur deviendra un environnemental et pas un producteur. Un paysagiste. Non, même pas. Donc, voilà la vision qu'on a. On n'a pas la vision d'un développement concerté de tous les producteurs dans le monde qui fassent le droit à la production d'aliments. C'est vers ça qu'on doit aller. Et je ne peux pas dire dans les détails, je ne suis pas un expert du milieu agricole, mais ce que je peux dire, c'est l'orientation générale. Celle-là, oui, je suis certain, et je suis certain que entre le sanitaire, l'alimentaire et le financier, il y a un lien, et qu'on doit avoir un financier qui retourne au financement de ce qui est produit et ce qui est nécessaire à l'homme. C'était le sens de toute la politique des pères fondateurs pour l'agriculture. C'était les pères fondateurs, mais ils pensaient l'agriculture comme française ou européenne. Leur défaut, c'est d'avoir pas pensé l'agriculture comme internationale, une coopération internationale. Okay. Le pouvait-il à l'époque est une autre question. Mais à notre époque, oui, c'est un impératif. Merci beaucoup. On clôture là. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, vous pouvez approfondir tous ces sujets en vous procurant notre feuille de route « Soyons résolus à ne plus servir l'oligarchie », réparation, reconstruction, refondation, la feuille de route 2020 de Solidarité et Progrès. Vous avez, toutes les références seront attachées à l'émission. Rejoignez-nous dans cette bataille. Chaque voix, chaque personne qui s'engage fera avec nous la différence. À bientôt. À bientôt.